C'est Milial, dit quelqu'un près de moi. Je regardais l'homme qu'on désignait, car depuis longtemps, j'avais envie de connaître ce Don Juan. Il n'était plus jeune, les cheveux gris, d'un gris trouble, ressemblaient un peu à ces bonnets à poils dont se coiffent certains peuples du Nord. Et sa barbe, fine, assez longue, tombant sur sa poitrine, avait aussi des airs de fourrure. Il causait avec une femme, penché vers elle, parlant à voix basse, en la regardant avec un œil doux, plein d'hommages et de caresses. Je savais sa vie, ou du moins ce qu'on en connaissait. Il avait été follement aimé plusieurs fois, et des drames avaient eu lieu où son nom se trouvait mêlé. On parlait de lui comme d'un homme très séduisant, presque irrésistible. Lorsque j'interrogeais les femmes qui faisaient le plus son éloge, pour savoir d'où lui venait cette puissance, elles répondaient toujours, après avoir quelque temps cherché, « Je ne sais pas, c'est du charme. Certes, il n'était pas beau. Il n'avait rien des élégances dont nous supposons doués les conquérants de cœurs féminins. Je me demandais avec intérêt où était cachée sa séduction. Dans l'esprit, on ne m'avait jamais cité ses mots, ni même célébré son intelligence. Dans le regard, peut-être, ou dans la voix. La voix de certains êtres a des grâces sensuelles, irrésistibles, la saveur des choses exquises à manger. On a faim de les entendre, et le son de leurs paroles pénètre en nous comme une friandise. Un ami passait. Je lui demandais « Tu connais Monsieur Milial ?»« Oui. »« Tu veux nous présenter l'un à l'autre ?» Une minute plus tard, nous échangions une poignée de main et nous causions entre deux portes. Ce qu'il disait était juste, agréable à entendre, sans contenir rien de supérieur. La voix, en effet, était belle, douce, caressante, musicale, mais j'en avais entendu de plus prenantes, de plus remuantes. On l'écoutait avec plaisir, comme on regarderait couler une jolie source. Aucune tension de pensée n'était nécessaire pour le suivre. Aucun sous-entendu ne surexcitait la curiosité. Aucune attente ne tenait en éveil l'intérêt. Sa conversation était plutôt reposante et n'allumait point en nous soit un vif désir de répondre et de contredire, soit une approbation ravie. Une réflexion me frappa bientôt. Je le connaissais depuis un quart d'heure, et il me semblait qu'il était un de mes anciens amis, que tout de lui m'était familier depuis longtemps. Sa figure, ses gestes, sa voix, ses idées. Brusquement, après quelques instants de causerie, il me paraissait installé dans mon intimité. Toutes les portes étaient ouvertes entre nous. Et je lui aurais fait peut-être, sur moi-même, s'il les avait sollicitées, ces confidences que d'ordinaire, on ne livre qu'aux plus anciens camarades. Il y avait là un mystère. Ces barrières fermées entre tous les êtres et que le temps pousse une à une lorsque la sympathie, les goûts pareils, une même culture intellectuelle et des relations constantes les ont décadenassés peu à peu, semblait ne pas exister entre lui et moi, et sans doute entre lui et tous ceux, hommes et femmes, que le hasard jetait sur sa route. Au bout d'une demi-heure, nous nous séparâmes en nous promettant de nous revoir souvent, et il me donna son adresse, après m'avoir invité à déjeuner le surlendemain. Ayant oublié l'heure, j'arrivai trop tôt. Il n'était pas rentré. Un domestique, correct et muet, ouvrit devant moi un beau salon un peu sombre, intime, recueilli. Je m'y sentis à l'aise, comme chez moi. Que de fois j'ai remarqué l'influence des appartements sur le caractère et sur l'esprit. Il y a des pièces où on se sent toujours bête, d'autres, au contraire, où on se sent toujours verveux, les unes attristent,
bien que claires, blanches et dorées, d'autres égayent, bien que tenturées d'étoffes calmes. Notre œil, comme notre cœur, a ses haines et ses tendresses, dont souvent il ne nous fait point part et qu'il impose secrètement, furtivement, à notre humeur. L'harmonie des meubles, des murs, le style d'un ensemble agissent instantanément sur notre nature intellectuelle comme l'air des bois, de la mer ou de la montagne, modifie notre nature physique. Je m'assis sur un divan disparu sous les coussins et je me sentis soudain soutenu, porté, capitonné par ces petits sacs de plumes couverts de soie, comme si la forme et la place de mon corps eussent été marquées d'avance sur ce meuble. Puis je regardais. Rien d'éclatant dans la pièce. Partout de belles choses modestes, des meubles simples et rares. Des rideaux d'Orient qui ne semblaient pas venir du Louvre, mais de l'intérieur d'un harem, et en face de moi un portrait de femme. C'était un portrait de moyenne grandeur, montrant la tête et le haut du corps, et les mains qui tenaient un livre. Elle était jeune, nu-tête, coiffée de bandeaux plats, souriant un peu tristement. Est-ce parce qu'elle avait la tête nue, ou bien par l'impression de son allure si naturelle, mais jamais portrait de femme ne me parut être chez lui autant que celui-là, dans ce logis. Presque tous ceux que je connais sont en représentation, soit que la dame ait des vêtements d'apparat, une coiffure saillante, un air de bien savoir qu'elle pose devant le peintre d'abord et ensuite devant tous ceux qui la regarderont, soit qu'elle ait pris une attitude abandonnée dans un négligé bien choisi. Les unes sont debout, majestueuses, en pleine beauté, avec un air de hauteur qu'elles n'ont pas dû garder longtemps dans l'ordinaire de la vie. D'autres minaudent dans l'immobilité de la toile, et toutes ont un rien, une fleur ou un bijou, un pli de robe ou de lèvres qu'on sent posé par le peintre pour l'effet. Qu'elles portent un chapeau, une dentelle sur la tête ou leurs cheveux seulement, on devine en elles quelque chose qui n'est point tout à fait naturel. Quoi ? On l'ignore, puisqu'on ne les a pas connues, mais on le sent. Que dire de celle-là ? Elle était chez elle, et seule. Oui, elle était seule, car elle souriait comme on sourit quand on pense solitairement à quelque chose de triste et de doux, et non comme on sourit quand on est regardé. Elle était tellement seule, et chez elle, qu'elle faisait le vide en tout ce grand appartement, le vide absolu. Elle l'habitait, l'emplissait, l'animait seule. Il y pouvait entrer beaucoup de monde, et tout ce monde pouvait parler, rire, même chanter. Elle y serait toujours seule, avec un sourire solitaire, et seule, elle le rendrait vivant de son regard de portrait. Il était unique aussi, ce regard. Il tombait sur moi tout droit, caressant et fixe, sans me voir. Tous les portraits savent qu'ils sont contemplés, et ils répondent avec les yeux, avec des yeux qui voient, qui pensent, qui nous suivent sans nous quitter depuis notre entrée jusqu'à notre sortie de l'appartement qu'ils habitent. Celui-là ne me voyait pas, ne voyait rien, bien que son regard fût planté sur moi, tout droit. À cet instant, je me rappelais le vers surprenant de Baudelaire. « Et tes yeux attirants comme ceux d'un portrait. » Il m'attirait, en effet. D'une façon irrésistible, jetait en moi un trouble étrange, puissant, nouveau, ces yeux peints qui avaient vécu ou qui vivaient encore, peut-être. Quel charme infini et amollissant comme une brise qui passe, séduisant comme un ciel mourant de crépuscules lilas, roses et bleus, et un peu de mélancolie comme la nuit qui vient derrière, sortait de ce cadre sombre et de ces yeux impénétrables. Ces yeux créés par quelques coups de pinceau, cachaient en eux le mystère de ce qui semble être et n'existe pas, de ce qui peut apparaître en un regard de femme, de ce qui fait germer l'amour en nous. La porte s'ouvrit. Monsieur Mylial entrait.
Il s'excusa d'être en retard. Je m'excusai d'être en avance. Puis, je dis, « N'est-il indiscret de vous demander quelle est cette femme ?» Il répondit, « C'est ma mère, morte toute jeune. » Et je compris alors d'où venait l'inexplicable séduction de cet homme.